Bonsoir à tous, vous regardez Cannes Show, votre rendez-vous quotidien dédié à l'actualité de la Cannes 2025. Aujourd'hui, retour sur les résultats de l'ouverture de la deuxième journée, une journée cruciale avec des duels décisifs pour la qualification. On parlera également des rencontres de demain ainsi que le prochain match de l'équipe nationale algérienne face au Burkina Faso, deux équipes victorieuses lors de la première journée. Deux ambitions affichées, un duel qui pourrait déjà peser lourd dans la course à la première place du groupe E. Alors, nous allons analyser ensemble tous ces sujets avec nos consultants. Sur ma gauche, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui notre consultant, Ansardine Dri. Bonsoir. J'ai également le plaisir de recevoir dans Cannes Show aujourd'hui l'ancien international et le vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF avec l'entente de City, Abderrahim Benjaballah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci de votre invitation et ça fait plaisir de voir des gens que je n'ai pas vus depuis assez longtemps. Et merci pour l'invitation, ça fait plaisir de vous voir. Nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés. Et bien sûr, notre ami consultant, Djamel Rachdi, bonsoir. Bonsoir, Khadija. Merci d'être là. Ah, oui, ça commence brièvement. Et sur ma droite, bien sûr, Karim Matmour, bonjour ou bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, Salah Faisal, le journaliste d'Al24 News, heureuse de vous avoir bien sûr avec nous. Bonsoir Khadija. Comme à chaque fois, bonjour ou bonsoir. Alors, on connaît déjà la première nation qualifiée pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit avec des rencontres décisives. Une deuxième journée qui s'annonce d'ores et déjà palpitante. Les ténors du continent entrent pleinement dans la course et les affiches de haut niveau s'enchaînent dès ce premier tour. On écoute ce papier signé Mohamed Wali Benchaben. Les matchs de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 s'annoncent très prometteurs. Les grandes sélections du continent entrent dans le vif du sujet avec des confrontations à la fois palpitantes et décisives pour la suite de la compétition. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, l'Égypte a affronté l'Afrique du Sud dans un duel à fort enjeu. Les pharaons, toujours candidats au sacre, devront faire preuve de solidité tout au long de la compétition s'ils veulent aller le plus loin possible dans la compétition. L'intensité de ces rencontres ne s'arrêtera pas là. Le Nigeria croisera la Tunisie dans un choc entre deux géants. Dans le groupe T, le Sénégal, champion d'Afrique 2021, affrontera l'outsider, la République démocratique du Congo, dans une empoignade équilibrée entre deux sélections qui se connaissent bien. Voilà, on les prépare bien, comme on prépare toutes les autres équipes. On sait que face à la République démocratique du Congo, ça sera une belle opposition, ça sera un match difficile, voilà, qui nous attend demain. Donc, on est bien préparé et armé pour aller chercher cette victoire. Dans le groupe E, une autre affiche très attendue opposera l'Algérie victorieuse face au Soudan, au Burkina Faso qui s'est imposé contre la Guinée équatoriale. Ce classique est marqué par une forte rivalité pour les deux formations. On va pas dire que c'est une petite revanche, c'est qu'un match. On va pas s'enflammer. Je pense que j'ai assez d'expérience pour savoir que il faut toujours rester les pieds sur terre dans tous les moments. Donc c'est bien, c'est pas une finalité. On doit élever notre niveau. On doit être encore meilleur si on veut battre le Burkina parce que c'est l'objectif. Le champion en titre, la Côte d'Ivoire, croisera le fer avec le Cameroun dans l'une des affiches les plus attendues du groupe. Cette rencontre sera un autre rendez-vous passionnant et prometteur en spectacle. Entre intensité, spectacle et enjeux cruciaux, cette deuxième journée de la Cannes 2025 s'annonce palpitante pour tous les passionnés du football africain. Alors, l'Égypte devient la première nation qualifiée pour les huitièmes de finale de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations suite à sa victoire 1-0 face à l'Afrique du Sud. L'Égypte, donc, est-ce une qualification logique en vue de son entame de tournoi, Karim ? Oui, clairement. C'est logique, on les attendait quand même, les Égyptiens, à passer ce premier tour. Et puis là, ils y arrivent, 1-0. Ils ont fait le job. Comme dit, c'est le résultat qui compte. Et donc voilà, je pense que tous les favoris, en tout cas j'espère que tous les favoris vont passer le premier tour pour avoir des matchs KO qui seront très intéressants.
Une qualification attendue, Faisal Salah. Très attendue. Et une victoire aussi attendue. Une victoire 1-0 face au troisième de la dernière édition, l'Afrique du Sud, parce qu'ils ont quand même une équipe solide, l'Afrique du Sud. Malgré une possession stérile des Bafana, on a vu Mohamed Salah qui prenait ses responsabilités, qui provoque le penalty et le convertit à la 45e minute. Le premier but de l'Égypte, et après il y a eu l'expulsion de Hani, le carton rouge. On a vu Houssem Hassan faire un changement, sortir Omar Marmouche de Manchester City et faire entrer Imam Achour, le joueur d'Al Ahly, et après ils défendaient avec un bloc bas, et ils ont réussi à garder ce score et surtout à avoir les 3 points et se qualifier pour le prochain tour. Nasreddine Drid, Mohamed Salah décisif, une nation, l'Égypte, une nation qui a assuré une qualification rapide. Est-ce un avantage pour la suite du parcours pour cette équipe égyptienne? Bien sûr, c'est un avantage. L'Égypte, c'est une équipe coriace. On l'a vu aujourd'hui à 10. Ils ont pu préserver le petit acquis, le but que Salah a transformé. Je pense que tout le monde va prendre en considération cette équipe pour les prochains matchs. On va écouter M. Benjaballah, 1-0 lors de ce premier, on va dire, match, un duel très attendu pour la première place. L'Égypte se qualifie avec 6 points. Deux victoires de rang. Un commentaire sur cette prestation de cette équipe égyptienne? Je pense que c'est une victoire méritée parce que c'est la tête de série. Donc ils étaient obligés de quelque part d'assurer pendant ces 2 matchs leur qualification, même pour eux, pour faire tourner un peu l'effectif, pour faire reposer leurs joueurs. Et on voit que Mohamed Salah, il est, comme on dit, il est en feu en ce moment. Donc à mon avis, il est venu pour cette Coupe d'Afrique très motivé. Je pense qu'on attendra beaucoup de prestations de lui assez fortes. Et par contre, je trouve que l'entraîneur, il a joué un bon rôle aussi pour maintenir ce résultat. En faisant les changements et tactiquement, ils ont bien tenu le coup. Mais je dirais, l'Afrique du Sud, moi, j'attendais aussi un peu plus, mais ils m'ont déçu quelque part parce que je pensais, par rapport au premier match qu'ils ont fait, qu'ils allaient faire un plus grand match que ça, mais l'Égypte, elle est aussi forte et c'est un prétendant comme d'autres nations. Donc je pense que c'était la logique et respectée. Jamel, vous avez certainement suivi la prestation de l'Égypte durant ce tournoi. Est-ce qu'on peut dire que cette équipe vous semble aujourd'hui mieux armée que lors des précédentes éditions? On ne peut prévoir de rien du tout dans ces compétitions. Pareil, aujourd'hui la rencontre a été très indécise jusqu'à la fin, parce que si l'Égypte a bénéficié d'un pénalty plus ou moins sévère, l'Afrique du Sud aurait pu aussi peut-être mériter un autre pénalty en fin de rencontre. Donc ça s'est joué sur des petits trucs, des petits détails. Donc je pense que pour le moment, l'Égypte a assuré sa qualification. Si elle termine première, elle va rencontrer quand même le 3e du groupe A, B et F, je pense. Donc, c'est ça? Voilà. Et donc, ils auront un avantage. Ils auront déjà un avantage. Maintenant, la qualification pour l'Afrique du Sud est beaucoup plus difficile parce qu'il va falloir se débarrasser de l'Angola. On ne peut pas parler justement de la qualification de l'Égypte sans parler de Mohamed Salah, décisif lors de ces 2 derniers matchs, le capitaine de l'équipe égyptienne qui dispute sa 5e CAN et reste toujours en quête d'un titre continental après 2 déceptions. En phase finale, Karim Otmour, Mohamed Salah parviendra-t-il à soulever un trophée tant attendu? J'espère que non. C'est pas notre intérêt à nous. Oui, c'est. En enlevant tout le passé. Mais non, bon, il a quel âge? 33, je crois, c'est ça? 33 ans, oui. 5e CAN. Ouais, 5e CAN. Il peut encore en jouer une, encore derrière. Je sais pas si c'est à partir de quand que ça va passer à 4 ans, les CAN, si c'est toujours. Oui, 2028. Donc là, c'est pas dans 2 ans, c'est dans 4 ans la prochaine. Donc il en restera potentiellement une. Mais ce que je pense que pour lui, c'est surtout au vu de sa saison avec Liverpool, il joue tout lui sur cette CAN et avec l'équipe nationale parce qu'en club c'est assez compliqué. Donc je pense qu'il veut utiliser cette CAN, en tout cas à titre personnel, pour envoyer des messages, pour montrer qu'il est toujours dans le coup et que sa mise à l'écart à Liverpool, comme il l'avait dit sur les réseaux un peu partout, qu'elle était injustifiée et qu'il méritait
d'y avoir sa place. Je pense que c'est comme ça qu'il doit aborder la compétition, donc il doit avoir un petit peu un pouce de motivation supplémentaire. Son expérience, a parlé Karim de son expérience à Liverpool. Comment cette expérience peut l'aider à conquérir ce Graal africain? Mohamed Salah, c'est un joueur de haut niveau, c'est une légende africaine. Je pense qu'aujourd'hui, il a l'expérience. En Égypte, avant, on le critiquait beaucoup parce qu'on disait qu'il préférait le club que la sélection. Mais aujourd'hui, je pense que Mohamed Salah, on ne va pas dire qu'il a tourné le dos par rapport à son club, mais il est focus, il est concentré sur la compétition africaine parce que ce titre de la Coupe d'Afrique, il lui manque. Donc, à certains moments, il va jouer le tout pour gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Je lui ai posé des questions en conférence de presse dans les éditions passées. Et Mohamed Salah, il passait toujours des messages à ses collègues et ses joueurs de dire qu'il faut rester toujours unis. On joue en Égypte à Al-Ahli ou à un autre club en Europe. On est tous pareils, on est égyptiens. Et l'objectif, c'est de gagner et de remporter un titre pour l'Égypte. Un titre qui manque à l'Égypte depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, si on veut encore parler de cette équipe égyptienne, il faut aussi parler de Houssem Hassan parce que je pense à certains moments, il est en train de faire une bonne entame de compétition, de victoire. Pas d'inquiétude, pas de doute en ce moment dans cette équipe égyptienne. C'est mon avis. Le peuple égyptien attend beaucoup de Salah comme le peuple algérien attend beaucoup de Riyad Mahrez. Bien sûr, quand un grand joueur arrive à un niveau très élevé, par rapport à la presse, par rapport aux supporters, par rapport à ses camarades, par rapport à son entraîneur, et il n'a pas le droit de baisser de rythme, d'être toujours à la hauteur, ce qu'on a attendu de Mahrez de notre côté. Donc Salah reste toujours Salah. Son niveau est le même par rapport aux problèmes qu'il a eu avec son club. Je pense que Salah il a commencé à démontrer dès le premier match. Maintenant, c'est son deuxième but. Il est classé avec les premiers buteurs. Donc je pense que Salah, on va le voir surtout au troisième match. Un Salah qu'on a eu le plaisir de le voir précédemment. Donc après, décisif lors de ces deux derniers matchs, Monsieur Benjabala, est-ce qu'il peut maintenir son rythme, Mohamed Salah, et ses performances tout au long de la CAN? Je pense que Mohamed Salah, il a toujours été attendu en fait dans les Coupes d'Afrique précédentes. Et bien sûr, l'Égypte a été déçue de ne pas gagner avec Mohamed Salah, alors qu'il était au top de sa forme à Liverpool, même en Ligue des Champions, ils étaient loin. Donc en ce moment, c'est la star de l'équipe. Et l'Égypte, elle compte beaucoup sur lui. Et comme ils ont dit qu'en équipe, il est un peu en désaccord avec Liverpool, il a beaucoup de problèmes. Donc il essaye de montrer qu'il vaut plus que Liverpool pense de lui. Et je pense qu'il va faire son maximum. À mon avis, il est très motivé pour aller au bout et peut-être gagner. Mais l'opposition, elle est quand même assez difficile et assez forte des autres nations. Donc pour le moment, sur les deux matchs, il porte l'Égypte, comme on dit. Mais on verra par la suite, au niveau physique, est-ce que ça va tenir? Ça, seuls les jours à venir vont nous le dire et les matchs à venir vont nous le dire. Donc pour le moment, tout va bien pour l'Égypte. Jamel, peut-on comparer son rôle à celui d'un Mahrez avec l'équipe d'Algérie, d'un Hakimi, d'un Osimhen ou d'autres leaders africains? Exactement. Peut-être pas comme Osimhen, mais comme Mahrez, oui, au sein de l'équipe. Parce que on est leader. Il est né leader. Avec sa notoriété, ses performances au niveau de Liverpool et au niveau de l'équipe nationale. C'est aussi, comme je l'ai dit hier pour l'équipe d'Algérie, c'est aussi le grand frère, c'est aussi le leader de l'équipe. Donc il a une influence extraordinaire sur ses coéquipiers, malgré que certains sont plus anciens que lui en équipe nationale. Et je pense à comment dire, Chenaoui par exemple, le gardien de but, ou bien même Trezeguet, qui est pratiquement de la même génération. Mais lui, il a une notoriété, il a un nom à défendre. Et cette année, il est venu, je pense, dans les mêmes conditions psychologiques que Mahrez. Il est venu pour aller très loin et essayer de remporter cette coupe. Mais tout ça, il ne pourra pas y arriver. C'est pour ça, parce qu'on fait le focus sur un joueur, mais au final, son équipe autour, c'est comme si on disait maintenant, est-ce que Riyad Mahrez, à lui tout seul, il peut nous faire gagner la CAN?
n'y a personne qui va dire oui autour du plateau, je pense pas. Tout le monde sait que voilà, il y a un collectif. Est-ce qu'il y a le collectif qui est autour? C'est ça qu'il faut poser comme question. Lui, il est motivé, c'est indéniable. On connaît sa qualité, son niveau. Mais après, est-ce qu'il a le monde autour? Justement, est-ce que vous pouvez répondre à la question de Karim? Très bonne question. Je pense que le leader de l'équipe, il amène avec lui les autres. Maintenant, est-ce que, comme vous dites, vous avez raison, est-ce que le groupe sera au niveau de Mohamed Salah? C'est pour ça que je dis, c'est les prochains matchs, vous nous le dire. Maintenant, les huitièmes, ça va être très très difficile et c'est un match à coup près. Donc c'est celui qui perd, il rentre chez lui. Donc ça, c'est là qu'on verra vraiment l'équipe d'Égypte si elle est capable de maintenir cette pression et ce niveau. Parce que quand on regarde sur les années précédentes, l'Égypte, parce que l'Égypte c'était quand même ils ont plusieurs fois. Ouais. C'était pendant les qualifications, c'était facile. C'est une formalité, on va dire. Là, ça ne l'est pas. Là, jusqu'à la dernière seconde, on est en train de regarder, il y a penalty, il n'y a pas penalty. Ouais. Ça s'est joué. Zimbabwe, ça n'a pas été facile. Ouais, voilà, ouais. Donc, et à ce match-là, c'est Salah qui s'est montré et qui a fait gagner l'Égypte au temps additionnel. Mais aujourd'hui, quand on voit l'équipe égyptienne, est-ce qu'on a le collectif qu'il le faut? Moi, je pense que ce collectif est meilleur que celui avec lequel on a participé en Côte d'Ivoire ou au Cameroun par rapport à l'Égypte, même si elle était finaliste à ce moment-là. On a Marmouche qui est à côté de Mohamed Salah avec on va dire avec son expérience, parce qu'il a joué quand même en championnat allemand, en Bundesliga, et là il joue avec Manchester City. On a Trezeguet avec toute l'expérience qu'il a, il joue à l'Ahli. On a su récupérer Imam Achour qui était blessé, qu'il a fait son retour, je pense, en Champions League africaine face au club algérien qui était décisif. Et on a aussi Zizou. Donc je pense qu'au milieu de terrain et en attaque, plus ou moins, l'Égypte est plus à l'aise par rapport à d'autres compartiments, par rapport au côté défensif. Aujourd'hui, c'est précoce de dire que est-ce que l'Égypte va aller très loin et elle va gagner ce titre, mais je pense que le groupe, elle est là. Et possède tous les atouts pour faire une bonne CAN, peut-être. Pour faire une bonne CAN. Et après, c'est les performances des joueurs qui vont décider à ce qu'ils peuvent aller loin. Le collectif et les individualités. Et surtout les adversaires, la qualité des adversaires. Ok, rappelons juste que oui. Moi, je pense que, vu le match d'aujourd'hui, ils ont joué à 10, ils ont pu garder ce score, préserver ce score. Je pense que l'Égypte, elle est coriace. Ah oui, certainement. Ouais. C'est l'Afrique du Sud qualifiée en Coupe du Monde. C'est un pays qui était 3e à la dernière CAN. Hugo Bros, il y a une certaine stabilité, des joueurs qui jouent pratiquement à Mamelodi Sundowns et qui se connaissent, il y a des automatismes. Donc je pense par rapport à ce score d'aujourd'hui et jouer à Moindry à 10, je pense que l'Égypte, il a fait le boulot, il est déjà qualifié, donc il a fait ce qu'il fallait. Alors, rappelons juste que le match ayant opposé l'Angola face au Zimbabwe s'est soldé par un score de parité 1 partout. Et à 18h30, la Zambie affrontera les Comores. Alors, on va passer au choc de ce samedi, ou les matchs de samedi, et ce choc Nigeria-Tunisie, un choc de tradition africaine, n'est-ce pas, Djemal Rachdi? Ah oui, ça va être aussi des retrouvailles aussi. Hein. C'est des deux nations qui sont souvent parmi les 8 meilleures équipes du continent, et même des fois dans le dernier carré. Je pense que ça va être un match à couteau tiré, comme on dit, parce que celui qui gagne aujourd'hui, il prend déjà la première place, ce qui est indéniable, et même sur le plan psychologique, c'est un bon acquis. Je pense que l'équipe de Tunisie, qui a tout le temps été un collectif très soudé, des fois, on n'aime pas les voir jouer, mais ils sont toujours là. C'est ça le drame avec cette équipe tunisienne. Des fois, ils sont dominés, mais ils arrivent toujours à être parmi les meilleures équipes et ils gagnent. Cette fois-ci, contre le Nigeria, ça va être un peu plus difficile, peut-être, avec la pléiade de stars qu'il y a au niveau de l'équipe nigérienne. Moi, j'ai vu le Nigeria jouer contre l'Égypte dernièrement en match amical. C'était quand même une bonne réplique. Ils ont joué juste avant la CAN. C'est une équipe qui peut être un outsider de cette... La Tunisie a tout le temps été un outsider. Le Nigeria part plutôt comme étant un favori pour le sacre final. Alors, je pense que le Nigeria, c'est une équipe toujours présente au niveau des Coupes d'Afrique. On l'a vu, ça fait aller... Sur 10 éditions, ils finissent souvent dans les 4 derniers, dans les demi-finales, quarts de finale. Mais c'est une très 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 bonne équipe coriace. Et en plus, maintenant, se sont renforcés avec des jeunes qui jouent en Europe, ce qui va apporter un peu plus de
technicité, de physique, d'intelligence de jeu. Et là, moi, je les vois bien. C'est une équipe très, très coriace. On les a toujours vus en Coupe d'Afrique, même au niveau des éliminatoires ou Coupe du Monde, n'importe quelle compétition, ils la jouent à fond. Et là, moi, je pense la Tunisie, c'est une très bonne équipe. Mais comme il dit, c'est vrai que la Tunisie, on les met toujours à des outsiders, mais des fois, ils nous déçoivent, des fois, ils nous font plaisir. Mais on ne sait pas où ils vont. Donc, des fois, ils vont faire un grand match, ils gagnent 3-0, tout est bien huilé, tout va bien. Et d'un seul coup, boum, la catastrophe. Chaque fois, ils font ça dans les Coupes d'Afrique, et on l'a vu par expérience, bien sûr. Après, maintenant, on espère qu'ils vont faire. J'espère qu'ils vont faire un bon match, ils gagnent. Parce que ça fait, pour le Maghreb, c'est bon, quoi. L'avantage pour l'Algérie, c'est que le Nigeria est une équipe qui nous a toujours réussi. Ouais. D'accord. Alors, on espère des fois qu'ils se qualifient qu'on les rencontre. Donc, on préfère le Nigeria. Exactement. Okay. Entre la Tunisie, Nasreddine et le Nigeria, qui vous semble plus armé pour aller loin ou pour remporter ce choc? C'est un match indécis, mais je pense que les Tunisiens, le fait de gagner le premier match, de marquer 3 buts, je pense qu'ils vont faire le maximum, peut-être pour jouer le match nul, gagner au moins 1 point et avoir 4 points, avoir peut-être un petit... Parce que le prochain match, il va être plus facile que le Nigeria. Je pense que la Tunisie va se qualifier facilement. Faisal Salah. La Tunisie, la force de la Tunisie, c'est beaucoup plus le collectif, parce que quand on voit les fictifs, c'est pas aussi les stars de l'Égypte ou d'Algérie, mais surtout Sami Trabelsi qui a su comment, on va dire, former, en fait, avoir ce groupe qui est solide, parce que quand on revoit les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est une équipe qui a marqué quand même 22 buts et qui n'a pas encaissé, donc c'est que des clean sheets. Mais aujourd'hui, l'adversaire, c'est quand même le Nigeria, et c'est un adversaire, on va dire, qui est solide, avec Eric Schill qu'on le connaît très bien. Donc à certains moments, il faut faire très attention. Ce match n'est pas décisif, parce qu'il faut le dire, les deux équipes ont gagné leur premier match, c'est beaucoup plus qui va gagner la tête du groupe. Donc à certains moments, je pense que la Tunisie va aborder ce match avec beaucoup de prudence, surtout qu'on joue le Nigeria. On va essayer de marquer peut-être dans les premières minutes de jeu, mais après on va jouer franchement, en connaissant Sami Trabelsi, il va s'appuyer beaucoup plus sur sa défense, surtout quand on sait qu'on a d'autre côté des joueurs à l'image de Lookman ou Osimhen ou même EOB qui a fait un grand match lors du premier match de l'ouverture pour le Nigeria. Karim, le Nigeria s'appuie sur ses individualités et la Tunisie sur son collectif. Oui, alors moi j'avais un sujet, moi je vais dire tout pareil comme mes collègues, mais j'ai envie de rajouter même un petit paramètre au débat et avoir l'avis un peu de tout le monde. C'est un sujet que j'ai eu tout à l'heure justement avec un ami où on parlait du climat. Souvent on disait, voilà, les équipes du Maghreb, elles sont du Maghreb quand elles se déplacent en Afrique, et là est-ce que c'est la même chose dans le sens inverse, sachant qu'il fait froid, qu'il pleut? Est-ce que ça peut être un avantage ou pas? Moi je suis pas trop dans ce genre de choses parce que j'aime bien analyser souvent tactiquement. Mais là, je sais aussi que des fois, les équipes africaines, quand elles viennent et quand il fait froid, les joueurs... Et c'est un paramètre qui change. Quand je dis africaine, on est tous des Africains, c'est subsaharienne. Je ne pense pas. Parce que la majorité des joueurs jouent en Europe. Exactement. Donc, ça leur convient parfaitement, j'ai l'impression. Non, pour le Nigeria, je ne pense pas que sauf pour les équipes africaines. Non, je ne pense pas que ça puisse se poser. Parce que la majorité des équipes actuellement, leurs éléments jouent en Europe. Donc, je ne pense pas. Par contre, pour les équipes algériennes, par exemple algériennes, tunisiennes, etc., maghrébines, lorsqu'ils vont en Afrique, Afrique de l'Ouest, avec le climat, avec le taux d'humidité élevé, là, c'est vraiment très important comme handicap. D'accord. Donc, vous avez eu votre réponse. Il doit connaître ça, comme il doit connaître ça. Non, mais c'est vrai, on parle souvent de climat. C'était pour alimenter, donner un autre paramètre. non, mais c'est très bien. Non, mais parce que c'est vrai, quelque part, il a raison sur le il a raison, on parle souvent de climat, de conditions climatiques. Sur le principe du temps, ça joue. Mais en même temps, il faut réfléchir un peu, parce qu'en fait, les équipes africaines aujourd'hui, même en Algérie, il faut être logique. Nous, est-ce qu'on a des Algériens qui jouent en championnat d'Algérie, qui jouent en équipe nationale? Donc je ne vois pas. Donc tous les joueurs jouent en Europe. Et quand vous jouez en Europe à partir du mois d'octobre, en Allemagne, en France, en Angleterre,
savez, vous savez mieux que moi que le temps, il est toujours mauvais, il y a de la pluie, il y a tout, il y a le froid, il y a tout. Donc, pour moi, sincèrement, ça jouera peut-être pour les joueurs qui sont... Par exemple, l'Afrique du Sud, je suis d'accord avec vous, qui joue souvent avec des joueurs de Sundowns, c'est la majorité, ils sont dans le championnat de l'Afrique du Sud. Et là, peut-être, ça va jouer pour eux. Par contre, les autres équipes qui sont à 99% des joueurs européens, enfin des joueurs qui jouent en Europe surtout, je ne pense pas que ça va poser un problème. C'est surtout, moi, je pense que le problème se posera pour la condition physique. Je pense, les équipes qui tiennent longtemps, qui vont tenir, physiquement, c'est eux qui vont faire la différence. Parce qu'en enchaînant les matchs comme ça, après 6 mois de compétition dans les championnats, je pense qu'enchaîner les matchs tous les 2-3 jours, ça va peser. Je pense que ça va peser. Il faut avoir un groupe assez large et assez motivé, assez efficace pour passer les tours, je pense. Oui, de toute façon, je suis tout à fait d'accord. Et aussi, pour encore alimenter un peu le sujet, Pas de météo. Non, c'est pas vrai. On va parler des terrains. Des terrains. Je fais le chroniqueur. Non, mais les terrains, par contre, vu que c'est des terrains de bonne qualité, je pense que justement, en parlant de la qualité physique des joueurs en fin de saison, comme ça, sans vacances, en enchaînant, je pense que c'est une équipe qui va jouer au ballon, qui va gagner la compétition. Et les équipes qui jouent sur l'engagement physique, ce qui est aussi un peu le Nigeria, qui jouent sur le physique. Et en fait, quand les terrains et la condition climatique sont difficiles, ils ont un avantage. Là, l'avantage, il va être un peu diminué parce qu'on peut jouer au foot. Et les équipes maghrébines, elles ont les qualités numéro 1, c'est la technicité. On est des joueurs de ballon. On ne joue pas sur le physique, on n'a pas le même physique. Et donc voilà, je pense que ça va être un paramètre à prendre en considération. Et c'est celle qui aura le meilleur jeu, qui développera le meilleur jeu, qui arrivera à aller jusqu'au bout. Tout à fait. Donc on s'arrête, messieurs, pour une page de pub et on revient juste après. Bienvenue dans la deuxième partie de Cannes Show. On parlait justement des affiches de cette deuxième journée du groupe D maintenant. Et cette affiche entre le Sénégal et la RDC. Le Sénégal qui a envoyé un message clair dès le départ en gagnant 3-0 sans trembler. Faisal, est-ce que cette démonstration montre que le Sénégal est l'un des favoris de cette... Certainement, quand on voit le collectif, quand on voit la prestation délivrée par les joueurs sénégalais et les déclarations de Pape Thiam, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est certainement favori. Jackson, Sadio Mané, Ismaïla Assar et aussi tous les compartiments défensifs ou celui de l'attaque du Sénégal, on voit vraiment du haut niveau et on voit une équipe qui a faim et qui veut encore gagner des titres dans le continent. D'autre côté, le Congo, c'est pas n'importe qui parce qu'en ce moment, le Congo il est qualifié pour jouer les barrages qualifiés pour la Coupe du Monde et aussi c'était le 4e de la dernière édition et avec Sébastien Desabrys, ils ont montré vraiment du caractère et aussi ils ont développé beaucoup de jeux. Il y a des joueurs très intéressants dans cette équipe du Congo et je pense que ça va être vraiment un match très très décisif entre deux équipes qui se connaissaient très bien et qui se sont affrontées aussi lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et le Sénégal n'a pas pu vaincre le Congo en Sénégal. C'était qu'au match retour que la situation s'est débloquée pour les Sénégalais et je pense que ce match c'est une sorte de revanche pour les Congolais et pour les Sénégalais, surtout pour affirmer et confirmer leur première sortie lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est un match, on va voir du beau football et aussi beaucoup d'engagement et beaucoup de duels. Karim, un duel pour la tête du groupe D entre la RDC et le Sénégal. Oui, après le Sénégal, comme on vient de l'entendre, ils sont favoris, comme l'Égypte, comme l'Algérie, comme beaucoup d'équipes. Il y a trop de favoris dans Il n'y a que des favoris. Toutes les équipes sont favoris. On a 9 favoris. Après le Sénégal, c'est un pays qui dans le football a beaucoup investi les dernières années. On a vu aussi dans les catégories jeunes qui viennent aussi alors sur de la longévité et qui sur les années à venir va toujours jouer un rôle important parce qu'ils ont le vivier derrière et ils le forment. Donc pour moi c'est un favori sur du long terme. Alors Nsabdé, on va écouter votre avis, un duel pour la tête du groupe D et un commentaire sur ce match. Déjà, si vous avez remarqué, je ne sais pas si c'est sciemment ou c'est pur hasard, pour la deuxième journée, parce que la totalité des matchs, c'est le premier et le deuxième.
C'est-à-dire Ça les se deux joue équipes entre les deux qui ont gagné le premier match se rencontrent lors de la deuxième journée. Lors de la deuxième journée. C'est vraiment tous les groupes. C'est pour cette raison que la deuxième journée, elle est très, 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 très importante pour chaque équipe. Tout à l'heure, je disais même un match nul peut arranger n'importe quelle équipe. Parce qu'ils ont gagné le premier match, le deuxième match, un match nul, ça fait 4 points quand même. Ça fait un petit pas vers le huitième. Pour ce qui est des deux équipes, c'est très difficile de se pronostiquer. Le Congo, comme il a cité Faisal, ils ont battu quand même la dernière nation qu'ils ont battu, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est pas n'importe quelle équipe pour les qualifications de la Coupe du Monde. Beaucoup de discipline tactique pour la RDC. Oui. C'est une très, très forte équipe. Donc, pour le Sénégal, ça peut être facile de battre le Congo. Alors, Monsieur Abdelrahim, alors le Sénégal a impressionné par sa puissance et sa maîtrise. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est l'équipe la plus complète de ce tournoi? Je ne vais pas être lent. Ouais. Pour moi, c'est le Sénégal sur le papier. Au niveau de l'individualité intrinsèque, il est au-dessus. Donc maintenant, le RDC, comme il dit Nasser, ils ont battu quand même le Cameroun, le Nigeria. Ils restent sur une série de victoires. Ils sont en pleine confiance et ils vont jouer leur qualification pour la Coupe du Monde. Je pense que ça va être un match très, très, très serré. Et pour moi, le favori, ce sera le Sénégal par rapport à la qualité des joueurs et l'état physique des joueurs en ce moment. Voilà. Alors, Jamel, on va rencontrer l'un des deux, je pense. Non, d'abord, c'est un match très, très indécis, même si ça va être le troisième match. Enfin, le troisième match entre les deux nations cette année. Ils se sont rencontrés en éliminatoire de la Coupe du Monde. Et le Sénégal qui a été éliminé pratiquement... Enfin, éliminé non, mais elle allait laisser la RDC passer en premier. Quand même, elle a réussi à renverser la vapeur à Kinshasa et battre quand même cette équipe de la RDC 3-2. Donc elle a relégué la RDC en seconde position, qui a disputé par la suite les barrages. Sur le plan psychologique, il y a un avantage certain pour le Sénégal. Mais attention, ça va être un match très très difficile parce que les deux équipes vont essayer d'éviter l'Algérie. Tout à fait. Voilà. Donc, il y aura aussi un match entre le Bénin et le Botswana aussi dans ce groupe. Dès on enchaîne directement avec l'équipe nationale algérienne et les joueurs de la sélection nationale qui ont repris les entraînements en prévision de leur prochaine rencontre face au Burkina Faso, prévue le 28 décembre 2025 après-demain. Donc un bel état d'esprit au sein du groupe algérien après une première victoire face au Soudan. Faisal. Écoutez, un match très important, c'est un classique en quelque sorte entre Burkina et l'Algérie. On a rencontré beaucoup cette équipe durant les 10 dernières années, même en qualifiant en Coupe du Monde, donc à certains moments. Donc pas qu'en 2022, parce que 2014 aussi. Donc à certains moments, ces deux équipes se connaissent bien. C'est un match pour la tête du groupe et c'est un match aussi pour confirmer la prestation soit de l'Algérie, soit du Burkina lors du premier match. C'est un match là où la victoire est importante psychologiquement, beaucoup plus que sur la qualification, parce que les deux équipes ont déjà les 3 points du premier match. Mais aussi, c'est un match pour les deux entraîneurs afin de trouver plus d'automatisme, plus de solutions et surtout corriger les erreurs commises lors de leur première rencontre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Verts, il y a eu une séance d'entraînement hier, c'était beaucoup plus pour la récupération. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, que Vladimir Petkovic va commencer à donner certaines directives à ses joueurs par rapport à ce match du Burkina Faso. Et pour l'Algérie, je pense qu'il faut rester focus. Il faut, comme il a dit Riyad Mahrez lors de la déclaration, il faut avoir les pieds sur terre par rapport aux joueurs. Et l'objectif est toujours gagner ce match, parce que quand on a l'objectif de gagner, moralement, on est dans le match déjà. Karim, on perçoit beaucoup de retenue dans le discours des joueurs, notamment celui de Riyad Mahrez après la victoire face au Soudan. Est-ce que cela reflète une équipe plus mature?
Mature et aussi prudente. Je veux dire, pas s'enflammer. 3-0, c'est vrai que c'est un gros score, mais après, dans le contenu, les joueurs, ils savent, ils disent, OK, voilà, il n'y a pas tout qui a été parfait. Et là, le prochain match, c'est un vrai match test. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix gagner pour se qualifier. En même temps, se rassurer en ayant un vrai fond de jeu, en ayant des vraies certitudes. Ce qui n'est pour moi pas encore le cas. Il y a encore des points d'interrogation. Donc c'est pour ça que ça sera très intéressant avec un adversaire qui est coriace, comme vous l'avez tous dit, d'un point de vue statistique historique, mais aussi quand on regarde le jeu du Burkina, là, sur le dernier match, c'est une équipe qui veut jouer au football, qui a des individualités devant, qui sont capables de dribbler dans les petits espaces. Ils jouent contre une défense basse et puis combinés dans les petits espaces, ils seront coriaces à jouer. Et, donc le vrai test pour notre équipe nationale. Les 2 dernières CAN, Djamel, sans victoire, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont changé un petit peu l'approche mentale du groupe? Bon, maintenant on est de plein pied dans cette compétition. On essaie d'oublier un petit peu ce qui s'est passé en 2021 et 2024, 2023. 23. Donc, 2023 voilà, oui, qui a chevauché sur 2024. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être réaliste. Nous sommes dans une compétition où on essaye maintenant de revenir et de se repositionner sur le plan africain. On a une réputation à défendre, il y a une notoriété, il y a un collectif, il y a l'entraîneur à l'embarras du choix. Je crois que c'est le banc actuel est beaucoup plus riche que ce qu'avait Belmadi à un certain moment. Il a vraiment l'embarras du choix dans tous les postes. Et c'est à l'entraîneur, qui est payé pour ça d'ailleurs, de trouver la bonne formule et d'essayer de sortir indemne de ce choc contre le Burkina Faso. Parce que moi, personnellement... le plus dangereux dans ce groupe? Est-ce l'adversaire le plus dangereux dans ce groupe? Oui, dans ce groupe, oui. Dans ce groupe, c'est indéniable. Le Burkina a des individualités, d'une part, qui jouent en Europe, etc. Et en plus, c'est une équipe qui ne nous réussit pas très très bien. L'historique des matchs vous donne un meilleur aperçu. Je pense que même avec un nul, on restera toujours premier du groupe. Donc, il ne faut pas perdre seulement. C'est tout. Monsieur Abdelrahim, le Burkina Faso, c'est solidité, impact physique et expérience. Ouais, je pense que le Burkina Faso, ça fait longtemps qu'on le rencontre. Et c'est une équipe très coriace. En fait, pour moi, l'Algérie, elle doit jouer sur ses valeurs, sa technicité. Et on parlait tout à l'heure de garder le ballon, de faire tourner le ballon techniquement et d'être précis dans les dernières passes, les derniers gestes pour faire la différence. Après, c'est sûr qu'eux aussi, ils vont jouer leur qualif. Donc, ils veulent avoir la première place pour éviter aussi les gros, comme on dit. Maintenant, je pense que l'Algérie, elle a un banc assez fourni. Elle a 28 joueurs qui sont capables de jouer tous titulaires et qui jouent dans les grands clubs européens. Moi, je vois l'Algérie, sincèrement, faire la différence. Maintenant, j'ai peur d'une seule chose, c'est que le Burkina Faso, il va refuser de jouer. C'est ça aussi qui va faire que le match, il peut tourner un petit peu à un rythme. Parce que eux, un point, ça leur suffira pour se qualifier. Et après, ça va être, ils vont calculer, c'est certain. Parce que toutes les équipes, toutes les nations, ils vont calculer. Ils vont faire un point et puis après, ils vont jouer une équipe qui est moindre contre le Soudan. Donc, à mon avis, c'est ça que j'ai peur seulement de ce match-là, qui vont déjouer le Burkina Faso pour nous mettre en difficulté. Mais sinon, pour moi, l'Algérie, elle doit faire le nécessaire. Et c'est surtout pour le permettre à l'entraîneur, au sélectionneur national, de faire tourner et de faire concerner tout le monde. En fait, ce que j'ai dit ce matin à la radio, c'est que pour que tout le monde soit concerné, que tout le monde soit dans le bain et que tout le monde est sur le qui-vive et tout le monde peut être titulaire. Donc, à mon avis, pour concerner tout le monde, l'idéal, ça serait de gagner et de faire tourner un peu, de reposer les titulaires. Un vrai test pour l'équipe nationale après la victoire 3-0 face au Soudan. Tout à fait, c'est un vrai test. Mais si on se réfère aux statistiques sur les 6 derniers matchs, on les a battus 2 fois, on a fait 3 matchs nuls et ils nous ont battus 1 fois. Et même si on met sur une balance les 2 effectifs, sur le papier bien sûr, comme le Soudan, on a trop parlé du Soudan, mais finalement, notre équipe était meilleure, plus que meilleure. Parfaite, oui. Je pense qu'on parle trop de l'adversaire,
normalement, dans un match, même les joueurs dans leur tête, je pense qu'ils ne pensent pas à Burkina Faso. Ils pensent à leur jeu, ce qu'ils vont donner sur le terrain. Comment va être tout d'abord l'effectif, le choix de l'entraîneur, puis les joueurs qui seront titularisés. Je pense au vu des images, au vu des déclarations, je pense que pour moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un collectif très soudé et surtout l'ambition de nos joueurs d'aller plus loin que ça. Justement, c'est Burkina Faso. En fait, la question est pour tout le monde, le débat est ouvert. Les 3 derniers matchs sont victoire face aux étalons. Est-ce qu'on peut dire que c'est une simple coïncidence ou c'est une vraie difficulté face à ce type d'adversaire? Moi, je pense que d'un match à l'autre, vous ne pouvez pas savoir comment ça va se dérouler. C'est pour ça que je dis, entamer le match pour l'équipe nationale, c'est très important de mettre la base du jeu et de mettre un bloc médium pour dire de les faire reculer. Ça, c'est très important. Si l'Algérie, elle commence à avoir de Burkina Faso, je ne pense pas qu'on va aller loin, je suis désolé. Donc il faut imposer notre jeu, imposer notre technicité et montrer qu'on est plus fort. Parce que quand vous montrez plus fort, l'équipe adverse, elle va automatiquement reculer. Ils auront plus, le Burkina Faso, il aura plus peur de perdre que de gagner. Donc à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Et on est l'Algérie, on a des joueurs internationaux qui sont quand même dans les plus grands clubs européens. Donc il faut montrer notre qualité et il ne faut pas avoir peur de Burkina Faso ou qui que ce soit. Donc pour moi, c'est comme ça que le football, ça se joue sur le carré vert. Si vous montrez ce que vous savez faire et que vous êtes unis et défendre bien en groupe et un black medium qui va pousser le Burkina Faso à défendre, je pense que la seule crainte, c'est que le Burkina Faso va nous faire le truc de match nul, carotter tous les ballons, essayer de jouer le temps. C'est ça qui me fait peur seulement. Mais s'ils jouent le jeu, je pense que... Je ne pense pas que ce soit l'état d'esprit du tout. Exactement. Non. Ils ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. Ça dépend parce qu'ils peuvent calculer pour dire de se qualifier, pour assurer leur qualification. Ils ont de la confiance, c'est pas... Non. Je pense pas. J'espère. C'est une équipe qui a quand même cette vocation offensive. J'espère qu'ils ouvriront le jeu pour l'Algérie, ça sera bien. Voilà. Le meilleur scénario, c'est que l'Algérie impose son jeu dès le départ. Voilà. C'est tout. Et essayer de marquer. Ça va permettre à l'équipe adverse de s'ouvrir un petit peu, de laisser des espaces. Être patient aussi sur le terrain. Oui, être patient, exactement. Non, si on joue sur notre vraie valeur, sur la qualité de nos joueurs, je pense qu'on peut faire la différence. Et déjà, une victoire, c'est très bon pour le moral aussi, parce que ça donnera beaucoup plus confiance aux joueurs. Karim, justement, est-ce que ce type d'adversaire, il pousse l'Algérie à changer son registre de jeu ? Changer, c'est-à-dire notre équipe, je ne sais pas, je ne peux pas encore exactement déterminer c'est quoi le jeu de notre équipe nationale. Je ne sais pas si j'arrive pas encore moi à savoir quel type de jeu on a exactement ou quelles sont les idées. Moi là en fait par rapport à cet adversaire-là, comme dit, il faut que notre équipe elle arrive quand même il y a quelque chose qui se dessine de notre équipe nationale sur un schéma préférentiel. Là sur le dernier match, j'ai commencé à voir quelque chose. Mais le risque pour moi dans ce match-là, c'est si on va dominer l'adversaire, c'est les contres. C'est-à-dire que c'est ce que l'adversaire justement va pas laisser la balle à l'Algérie en disant venez nous dominer et puis nous on va agir en contre parce que ils ont des attaquants plus rapides que nos défenseurs et en plus si on a des jeux offensifs comme on en parlait avec les latéraux qui montent, ça crée beaucoup d'espace derrière et en face ils ont des sprinters donc c'est le risque aussi. Donc c'est là de trouver la bonne balance, de pas non plus trop dominer, penser à être en confiance, dire ok c'est bon on joue, on a la possession, on peut jouer au foot. Et après, on perd le ballon et après, ça part à 2000. C'est le risque qu'on peut aussi avoir face à ce genre d'équipe. On aura une meilleure lecture, une meilleure idée à la lecture de la composante de l'équipe. Si on joue avec 2 récupérateurs ou avec un seul récupérateur, voilà, c'est ça le problème. Ouais, c'est possible que Zerouki pourrait être de la partie. C'est à la place de Zerouki à la place de qui Zerouki? Je ne sais pas, mais en tous les cas, je pense qu'il sera de la partie, je pense, honnêtement. C'est un match très difficile. 2-6. C'est qui les 2-6 Boudaoui et Zerouki. Je pense. Ouais. Alors déjà, vous pensez qu'on va pas maintenir, que le sélectionneur national va pas maintenir la même équipe? On va inverser un petit peu le triangle. Et Benassar sera de la partie ou pas? Benassar sera de la partie ou pas?
Non, Benasser a déjà montré quelques limites physiques au dernier match. Je ne sais pas s'il pourra suivre l'intensité. Parce que si vous enlevez Benasser et que vous mettez Zerouki et Boudaoui, ce n'est pas les joueurs qui font le jeu. Benasser, tout le jeu partait de lui. Donc oui, c'était lui la lance de rang. Le distributeur. Oui, parce qu'on a joué avec Sincèrement, il n'a pas fait qui ça. Benasser. Il l'a fait, en tout cas, il le fera plus qu'un Zerouki que Boudaoui. Oui, Boudaoui, oui. Il a un gros volume de jeu. Peut-être il va mettre quelqu'un d'autre à la place de... Pour se méfier, justement, pour éviter peut-être pour éviter que le Burkina joue sur des contres aussi. Ouais, parce que là, du coup, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on sera quand même plus défensif avec 2-6, comparé au dernier match. Ah bah oui, le dernier match, il y avait un 6-7. C'est ce que j'ai dit. Nous aussi, on pourra jouer sur des contres aussi. Il vaut mieux ne pas encaisser que de s'aventurer et d'encaisser des buts. Moi, je pense qu'il faut être... C'est contradictoire de ce qu'on vient de dire, parce qu'on vient de dire justement que l'Algérie devait jouer son jeu et pas faire en fonction de l'adversaire. Donc le jeu de l'Algérie sur la dernière composition, c'est un 6 et 2-8. Non, comme... mais je pense que si vous jouez avec 2-6, avec un bloc medium, vous n'êtes pas obligé d'être acculé dans les votre 30 mètres. Donc vous pouvez jouer à 45 mètres de votre but. C'est pas un problème, ça. La récupération du ballon, plus elle se fait haut, plus vous êtes dangereux. Donc automatiquement, je sais que c'est normal, chaque tactique de match et chaque tactique d'un match à l'autre, ça change. Et en même temps, si vous ne prenez pas de risque, je suis désolé, si vous ne prenez pas de risque, vous n'y arrivez jamais. Vous êtes obligé à un moment donné de choisir une tactique. Donc si vous choisissez une tactique, le sélectionneur il est là pour ça. Comme il dit, il est payé pour ça. Donc il doit trouver un équilibre pour l'équipe, pour imposer son jeu, tout simplement. Pour moi, la meilleure solution pour l'Algérie, c'est de jouer en bloc médium dans les 45 mètres de nos buts et d'être les deux milieux défensifs récupérateurs. Ils récupèrent dans les 50-60 mètres. Et ça, l'Algérie, elle serait très très forte de ce domaine-là. Et techniquement, balle au pied, on est très fort. Par rapport à Mahrez, on a Amoura, on a des gens qui vont vite. Donc les contre-attaques, je ne dis pas des contre-attaques de 80 mètres, mais c'est des contre-attaques de 20, 25 mètres, pas plus. Et c'est ça. Non, mais je parle le système de jeu. Des milieux récupérateurs, c'était ça en l'occurrence le sujet. Savoir c'est qui les milieux récupérateurs si vous enlevez Benasser. Ah non, mais moi personnellement, les joueurs, ça ne me dérange pas. On peut commencer par un système, une tactique bien précise et repasser à autre chose par la suite. En fonction de l'adversaire, en fonction des ressources physiques aussi. Alors, tu es footballeur, on ne va pas t'apprendre ça, tu sais bien, entraîneur aussi, grand technicien. Non, mais parce que de toute façon, ce qu'on a vu, le coach, c'est que lui, d'un point de vue, c'est-à-dire sur le papier, il y a une composition, après c'est des zones qui doivent être occupées. Donc c'est pas le 4-2-3-1, 4-4-2, on s'en fiche un peu, c'est des zones qui doivent être occupées par tel ou tel joueur. Il y a des personnages clés, Benasser, pour moi, c'est un personnage clé dans le dernier match, parce que tout le jeu ressortait par lui, c'est lui qui distribuait, c'est lui qui était la lampe de rancement. En tout cas dans le système que j'ai vu. C'est pour ça si vous l'enlevez, je me dis qui c'est qui va faire Zerouki, c'est pas le type de joueur à le faire. Et c'était qui qu'on avait Boudaoui. Et Boudaoui, lui, c'était un joueur qui lui faisait les courses en profondeur, avec un Shaibi qui allait plus vers la profondeur. Donc dans le jeu, Shaibi passer à un milieu récupérateur à un moment donné à Leverkusen. Je ne sais pas si vous avez vu il est capable de le faire. Il est aussi capable de le faire et trouver cette solution. Mais moi, ce que je dis par rapport à ce match du Burkina, c'est vrai qu'il faut être bon offensivement, mais il faut être beaucoup plus efficace parce que c'est l'efficacité qui va nous rendre le match facile. Si on marque, ça ne veut rien dire si on a 18 tirs ou 14 tirs parce que c'est ce qu'on a vu auparavant, mais on n'était pas décisif sur des parties pareilles. Donc à mon avis, il faut être prudent en défense, mais surtout efficace en attaque parce que c'est pas le nombre d'attaques ou d'actions qu'on va provoquer que ça va nous rendre le match facile, mais c'est le nombre de buts qu'on va marquer. Il faut juste être efficace et trouver le moyen de marquer. Sur ça, on est tous d'accord, je pense, l'efficacité c'est ce qui est important, mais le sujet c'est de savoir comment avoir l'équilibre, parce que c'est ce qu'on disait, c'était être offensif, faire notre jeu, et en même temps pas être acculé. Donc comment trouver ce bon équilibre, et c'était la question dont on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quel est l'équilibre, le bon équilibre pour notre équipe nationale. D'être haut, on a des défenseurs centraux qui ne sont pas spécialement rapides, donc on est sensible en contre, d'avoir un bloc un peu plus médian, c'est-à-dire d'essayer de construire le jeu à partir du milieu de terrain, mais pour ça aussi on a besoin de joueurs capables d'être ces lampes de rancement. C'est pour ça que Benasser pour moi avait un rôle important. Je pense que Maza peut faire ce rôle quand même. Maza peut faire ce rôle.
Ouais. Non. Bah oui, Maza, il peut le faire. Oui, il a fait avec Leverkusen. On va faire un petit c'est un tour choix. de table, plus que 3 minutes avant de quitter. Sur le plan tactique, quel sera, brièvement, s'il vous plaît, le secteur le plus mis à l'épreuve face au Burkina Faso? 30 secondes. Je pense le milieu de terrain. Le militaire. Celui qui gagne le milieu de terrain gagnera le match. Monsieur Abdelrahim? Ouais, je pense que le milieu de terrain et surtout défensivement aussi. Notre défense, elle doit être plus efficace que surtout dans les interventions et dans la lecture du jeu. Jamel. C'est toute l'équipe. C'est une épreuve pour tous les Le compartiments. milieu, la défense, l'attaque. Il faut être Et présent pour le gagner. gardien. Et le gardien. Et il ne faut pas oublier Lucas. Lucas. Brièvement, oui, naturellement, toute l'équipe. Après, le milieu de terrain, dans l'Afrique, c'est souvent la bataille du milieu qui est déterminante. Donc c'est toujours là, pour moi, l'élément clé, c'est de gagner cette bataille-là, et avec le bon équilibre. Faisal? Moi, je dirais la défense, vu les dernières confrontations, il faut juste être focus, concentré, commettre moins de fautes, moins d'erreurs à la surface. Et surtout parce qu'on a par exemple Traoré, Kaboré et Ouattara, c'est des attaquants de grande classe. Et on a vu auparavant, on a même concédé un penalty lors de la dernière CAN face au Burkina. Donc à un certain moment, il faut juste être concentré, focus sur le match et commettre moins d'erreurs à la surface parce que des penaltys peuvent changer tout un match. Merci Faisal Salah, merci d'être avec nous. Merci comme d'habitude, mon bras droit, c'est ça, sur mon doigt, Karim Atmar, merci d'être avec nous. Nous avons eu le plaisir aussi d'avoir un Sardine Darid, merci. Merci. Et nous avons aussi eu le plaisir de vous avoir avec nous, M. Abdelrahim Ben Jaballah. À la prochaine. Et merci bien sûr Jamel Rachdi. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir suivi Cannes Show. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.